Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être présents à notre webinaire de ce jour sur les clauses indispensables au contrat de travail. Quelques clauses particulières que nous allons étudier et que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, je suis Franz Duboissé, consultant RH, ancien DRH à divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP ou autres, et actuellement responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises cherchant soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Donc, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les clauses particulières qui peuvent être adjointes au contrat de travail de vos futurs collaborateurs. En dehors des clauses classiques et obligatoires incluses dans le contrat de travail, il existe une panoplie de clauses particulières qui permettent d'adapter le contrat de travail au secteur, au métier ou à l'emploi du futur collaborateur. Donc, nous allons nous focaliser sur une dizaine de clauses spécifiques qui demandent tout de même un peu de prudence dans leur rédaction et dans leur utilisation. Donc, vous avez pour intervenir le chat qui est disponible sur le site, comme vous pouvez le voir en bas, et poser vos commentaires et autres, auxquels nous répondrons au terme de ce webinaire. Donc, démarrons dès maintenant. La clause de tenue. Donc, certains secteurs et en particulier certains emplois nécessitent le port d'une tenue vestimentaire particulière. Cela va de la cote des intervenants dans les canalisations de vos villes ou autres, aux hôtesses assurant l'accueil des invités et des salons ou réceptions. Certaines sociétés demandent que ces tenues soient harmonisées, évidemment, logotisées tant possible, et propres et entretenues. Ça va de soi. Il en va de l'image de marque de l'entreprise, mais aussi de la manière pour le client de repérer les personnes qui sont à leur service au sein de l'établissement. Cette clause détermine que l'emploi impose le port d'une tenue spécifique. Elle détermine que celle-ci doit être propre, entretenue, et impose donc à l'entreprise de décrire ces deux caractéristiques et d'en informer le salarié de la démarche pour que cette tenue soit propre et entretenue. Cette clause déterminera les conditions d'attribution des tenues et la périodicité de leur échange. Enfin, elle indiquera les moments précis où cette obligation s'impose et les risques encourus, évidemment, en cas de non-respect. Si cette clause impose aux salariés des conditions particulières, il en va de soi qu'un dédommagement est prévu pour compenser les dépenses engagées, par exemple le nettoyage, je suis allé un peu vite, excusez-moi, voilà, par exemple le nettoyage à la charge du salarié, ou le temps d'habillage et déshabillage si la tenue impose une mise en œuvre dans l'établissement et qui prend évidemment du temps pour s'habiller. C'est très important d'avoir cette clause dans ces cas-là. Ça permet, même s'il n'y a pas une clause, une tenue très harmonisée, très prévue, c'est-à-dire le gilet, j'en sais rien, la veste ou l'autre. Ça permet aussi de dire à la personne, vous devez avoir une tenue, puisque vous êtes face à du public, vous pouvez être face à du public, votre tenue, même si elle n'est pas imposée par l'entreprise, elle doit être tout à fait correcte et elle doit être adaptée à la réception du public et elle doit être propre
évidemment, en toutes les situations possibles. Voilà là pour cette clause, pardon. Voyons maintenant la clause de butin dématérialisé. La loi a, dans ce domaine, beaucoup évolué en matière de butin de salaire dématérialisé. La dernière version établit que l'entreprise peut pratiquer le butin dématérialisé, sauf si le salarié en fait la demande contraire. Donc, ce qui veut dire que la distribution du bulletin dématérialisé est dorénavant automatique si l'entreprise en décide ainsi. Mais, à contrario, la loi envisage la possibilité pour le salarié de refuser ce type de distribution, mais par là, s'il n'en fait que la demande. Ça ne peut se faire que s'il en fait la demande. Alors, il est impératif donc d'informer le salarié qu'il recevra son bulletin de salaire par voie électronique, mais évidemment qu'il dispose du droit à recevoir son bulletin de salaire sous format papier et donc d'en indiquer la méthode. Toujours le même problème dans le social. Si une personne a des droits, il faut lui indiquer et il faut lui indiquer comment elle peut faire jouer ses droits. Donc, ça doit donc faire l'objet d'un article dans vos contrats de travail. Ça, évidemment, pour éviter tous les problèmes. Alors, moi, je vous engage à anticiper cette solution si vous n'avez pas encore dématérialisé vos bulletins, parce que peut-être un jour, vous pourriez être amené à décider de cette dématérialisation. Alors, autant préparer le terrain et inclure cette clause dans vos bulletins de salaire, dans vos contrats de travail, c'est mieux. L'inscrire d'ores et déjà dans vos futurs contrats en indiquant qu'à partir du moment où l'entreprise décidera que vos bulletins de salaire seront donc distribués par voie électronique et que si vous ne souhaitez pas que ce soit fait par voie électronique, vous devez en faire la demande par lettre recommandée ou remis en main propre, évidemment. C'est une sage précaution de le mettre dès maintenant parce que il est fort possible que vous passiez par la dématérialisation à un moment ou à un autre. Autre clause, la clause beaucoup plus délicate, la clause de forfait. Donc la gestion du temps de travail est un point particulièrement délicat du contrat de travail. Donc certaines professions ou certains postes nécessitent une adaptation de la norme que sont les 35 heures et réparties sur 5 jours. Évidemment, et comme toujours dans le droit social, si vous souhaitez déroger à la norme, cela nécessite de formaliser ce souhait par écrit et de recevoir l'assentiment du salarié. L'utilisation, évidemment, de ces formes dérogatoires que sont le forfait, heure ou jour, d'ailleurs, sont encadrées par la mise en place d'un accord d'entreprise ou un accord professionnel. Cela se fait généralement, d'ailleurs, au niveau de la profession, c'est-à-dire au niveau de la convention collective. C'est généralement un accord qui est écrit en de termes très généraux, qui permet une adaptation en interne tout en restant utilisable en l'état. Cette adaptation peut se faire sous forme d'un accord d'entreprise, vous aussi, en descendant évidemment la hiérarchie des textes, en la remontant, qui donnera des précisions sur les aspects pratiques de la mise en place ou alors directement sur le contrat de travail. Ces deux supports donneront les conditions d'application du forfait, qui est concerné, la valeur du forfait maxi, le nombre de jours maximum à travailler par exemple,
et donc du nombre de jours de RTT, de congés, appelé RTT, compensant le dépassement d'heures, puisque le forfait jour conserve des obligations en matière de respect des maxima. L'utilisation et la pause de ces RTT, la gestion des reliquats et la gestion des absences. C'est extrêmement important de l'inscrire dans cette clause. Ça vous évitera déjà énormément de discussions, énormément de tensions ou de conflits même. Et de toute façon, c'est dans vos obligations, c'est de mettre noir sur blanc combien dois-je travailler de jours, comment je peux prendre mes RTT, est-ce que je peux les prendre à la suite d'un congé ou autre, est-ce que c'est moi qui détermine la pause des RTT ou tous les RTT sont imposés par la pause des RTT sont imposées par l'entreprise. Enfin, vous pouvez faire l'ensemble de tout ce que vous voulez à ce niveau-là, sauf qu'il faut l'écrire, évidemment. La clause de contrat doit aussi préciser qu'elle fera office de convention de forfait. C'est une phrase extrêmement importante qui doit être inclue dans la clause que vous allez inscrire. Donc, elle reprendra les points les plus importants, le nombre de jours, les heures limites maximales, etc., etc. Et tout ce que l'on vient de dire. Cette clause déterminera le calcul de la première année, évidemment, à moins que la personne soit embauchée le 2 janvier, ou le 1er janvier, non, ce qui est assez rare, mais qui peut arriver, évidemment. Donc, le calcul de la première année prendra en compte évidemment les jours fériés restants. Autre élément évidemment qui seront dans cette clause, c'est la gestion de ce nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées et l'auto-relevé d'heures, sa forme et sa remise à l'employeur. Évidemment, vous devez prévoir tout de suite comment la personne déclare le nombre de jours travaillés. Vous avez tout intérêt, et vraiment c'est votre intérêt, c'est que ce soit le salarié qui déclare les jours ou les heures travaillées. Parce qu'évidemment, s'il déclare un nombre de jours, et que vous êtes d'accord avec ce nombre de jours, évidemment, il lui sera évidemment impossible de contester ce nombre de jours plus tard, quand les ruptures se font pas comme dans le monde merveilleux de Walt Disney, où il y a un peu de tension, où des fois un juge peut mettre son nez. La décompte, évidemment, puisqu'on aura un paragraphe sur le décompte en début de contrat, il y aura un paragraphe sur les conditions de la dernière année, l'éventualité de reliquat en plus, reliquat en moins, enfin bon, tout ce qui peut arriver en cas de rupture du contrat en cours d'année. Donc, je rappelle quand même que cela devient une convention de forfait et qu'elle doit être acceptée en tant que telle. Donc aussi, il faut vraiment écrire sur votre clause que ceci est une convention de forfait, vos conventions de forfait. Ok, pour cette clause, autre clause qui peut être intéressante et importante dans vos contrats de travail, la clause de confidentialité. Bon, la clause de confidentialité, elle permet à l'entreprise de protéger les informations qu'elle détient vis-à-vis de l'extérieur. Cette clause, elle est quand même pas à négliger, surtout si vous créez, si vous utilisez des brevets, si vous manipulez des informations extrêmement importantes. Mais je dirais que toutes les informations dans le cadre d'une entreprise sont importantes et que
C'est pas une obligation qu'un salarié aille donner, je sais pas, les marges de taux de marge que vous pratiquez à l'extérieur sans votre accord. Il y a des choses qui peuvent rester en interne. Donc la clause déterminera le champ de la confidentialité tout en expliquant pourquoi cette clause est imposée aux salariés. Parce qu'il est en contact avec des clients, des prospects, parce qu'il détient des documents qui sont issus d'un travail important, d'un investissement de l'entreprise particulièrement important et que cela doit rester dans l'entreprise. Elle déterminera aussi évidemment le terme lui-même de confidentialité, c'est-à-dire l'usage ou la transmission de l'information que vous aurez déclarée confidentielle. Enfin, la clause déterminera la période pendant laquelle vous souhaitez faire jouer celle-ci. Soit vous précisez que une durée bien claire, de telle date à telle date, soit vous précisez que cela est permanent. Dans ce cas-là, la clause précisera qu'elle se perpétue quel que soit le type de rupture du contrat de travail, démission, licenciement ou autre. C'est particulièrement important de le préciser. Autre clause, la clause d'introduction de logiciel. Quel que soit votre secteur d'intervention de votre entreprise, vous avez obligatoirement du personnel qui travaille sur du matériel informatique de l'entreprise ou du matériel informatique des clients. Cette clause donc permet d'interdire l'usage de logiciels ou d'applications non déclarées ou dont la licence n'aurait pas été payée. En gros, des logiciels craqués. Votre clause devra déterminer le type de logiciel interdit, d'introduction ou d'utilisation. Cela vous permettra de renvoyer la responsabilité vers l'utilisateur de cette solution illégalement utilisée en cas de contrôle. Ça peut arriver, et bon, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver. Éventuellement, cela peut aussi vous protéger de l'introduction de virus dangereux dans l'entreprise, parce que le téléchargement d'applications n'est pas sans conséquence avec l'arrivée de virus ou d'amorçage ou autre de vos données. Ce qui est donc dangereux pour l'entreprise, le matériel et évidemment les données. Elle précisera que l'interdiction concerne l'introduction mais aussi l'utilisation évidemment de ces logiciels. Comme pour chaque clause, elle déterminera évidemment la période d'interdiction, mais aussi la zone géographique, c'est-à-dire en interne dans l'entreprise ou chez les clients si la personne à des interventions sur le matériel informatique du client. Enfin, il n'est pas inutile de préciser que cette nouvelle obligation se perpétue au-delà du contrat de travail, quel que soit le type de rupture, toujours la même chose, même si la responsabilité dans ce cas-là lui revient entièrement en cas de contrôle. Mais bon, il pourrait très bien annoncer que ce logiciel a été imposé par l'employeur quand il travaillait chez lui. On est à l'abri d'aucune situation. Autre clause qui peut être intéressante à inscrire dans vos contrats de travail, c'est les clauses d'attribution de portable et de téléphone. Pour certains postes, et certains postes sont pourvus de matériel propre au poste, tel que le téléphone portable ou l'ordinateur portable ou tout autre instrument indispensable à l'exercice du matériel. Alors, autant être précis en la matière et donner tout de suite les règles du jeu d'attribution et d'utilisation. Cette clause permet de répertorier le matériel confié. Oui, le matériel confié.
non, oui, ça y est, pardon. Elle sera évidemment sujette à des modifications au cours de contrat, mais elle est très importante. Il est répertorié le matériel attribué et gage d'absence de discussion au fil du contrat. La clause encadre l'utilisation du matériel. Prenons pour exemple le téléphone. La clause peut prévoir qu'il ne peut être utilisé qu'à titre professionnel ou alors à titre professionnel, mais aussi privé. Mais dans ce cas-là, attention à l'avantage en nature qui peut être réclamé par l'URSSAF, évidemment. Elle détermine aussi toutes les notions d'entretien et de conservation du matériel. Cette clause trouve toute son importance lors de la restitution du matériel ou lors de contrôles intermédiaires. En effet, il est utile de rappeler que le matériel appartient à l'entreprise et de prévoir qu'il peut être contrôlé à tout moment, voire faire l'objet d'une demande de restitution, même en dehors d'une rupture de contrat. Donc, soyez vigilants quant au numéro de série du matériel. Cela vous évitera, en cas de rupture mouvementée, de vous retrouver avec un matériel plus ancien et évidemment en beaucoup plus mauvais état. Un iPhone ressemble exactement à un iPhone, mais il arrive qu'il ne soit pas exactement dans un état équivalent, ne serait-ce qu'au niveau de la batterie. Enfin, la clause informe dès le commencement que le matériel devra être restitué lors de la rupture du contrat de travail. Il vaut mieux que ce soit dit. Cette précision, évidemment, peut paraître totalement anodine. Alors, totalement anodine, mais permet de limiter les futures discussions. Oui, mais c'est mon téléphone, il y a plein de choses, il y a toute ma vie dessus. Bon, d'accord. Non, c'est à vous et c'est à l'entreprise et l'entreprise peut le reprendre l'usage de son matériel quand elle le désire. Pareil pour la clause d'attribution de véhicule. Ouais, je ne sais pas obligatoirement celle qui est sur la photo, mais ça peut. Si vraiment il faut, ça peut. Comme pour la clause précédente, hein, les postes, certains postes peuvent nécessiter l'attribution d'un véhicule. Autant prévoir et faire contresigner le mode d'emploi de ce véhicule. La clause donc définit si le véhicule est un véhicule de fonction, donc utilisable sans restriction, ou de service, utilisable uniquement dans le cadre du travail. Cette précision permettra d'être parfaitement clair avec votre salarié quant au débordement possible, mais surtout avec l'URSSAF qui pourrait vous réclamer des cotisations sociales sur l'avantage nature que représente ce véhicule. Il n'est eh ben, mon gars, ce n'est pas le type de véhicule qui fait la distinction de son utilisation. C'est commercial pour un véhicule de société ou berline pour un véhicule de fonction. Pas du tout. C'est son utilisation. La clause donc précisera l'utilisation possible ou impossible dans la vie privée. Et ça sera un élément fort de preuve de votre bonne foi. Cette clause détermine la manière dont seront pris évidemment en charge les frais d'entretien et d'utilisation, l'essence, péage, vidange, réparation, l'entretien quotidien, enfin quotidien, l'entretien régulier, soit par remboursement sur facture ou carte essence ou contrat d'entretien. Un principe, c'est d'être plus c'est précis, moins c'est remis en cause. Ça, c'est un principe de base dans le social. La clause détermine aussi le partage de responsabilités, surtout lors des problèmes survenus
à l'occasion d'utilisation hors règlement. C'est-à-dire utilisation du véhicule de société un samedi ou un dimanche. Enfin, dans le cadre de transfert d'un utilisateur de véhicule à un autre, elle permet d'inscrire l'état global du véhicule. Ça peut être important. Attention à la précision dangereuse du type de véhicule, marque, modèle, sachant que votre politique de parc automobile peut évoluer au fil du temps et il ne faut pas que celle-ci soit bloquée par ces écrits. Alors, soyez plus sur des termes comme ils utilisent les loueurs de véhicules que sur des marques comme ils utilisent les vendeurs de voitures. Enfin, elle peut prévoir la procédure de restitution, les possibilités de contrôle et la restitution avant la fin du contrat de travail. Sachant que pour les véhicules de fonction, si vous en demandez la restitution avant le terme du contrat, alors là, je vois en particulier lors du préavis suite à un licenciement, suite à une démission, suite à tout ce que vous voulez, cela fait partie du contrat de travail, cela fait partie donc de la rémunération et que si vous demandez la restitution du véhicule pour X raisons, ça devra faire l'objet d'une compensation financière. Clause plus inédite qui peut peut-être vous intéresser, c'est la clause des formations. Donc là aussi, certains postes peuvent nécessiter une formation coûteuse dès l'embauche. L'exemple le plus significatif, qui est passé par un jugement, c'est pour ça qu'il est significatif, et l'embauche d'un pilote de ligne qu'il faut former sur un nouveau type d'avion. Oui, je sais, c'est pas le cas de toutes les entreprises, d'accord. Mais c'est le cas extrême. Dans ce cas, l'entreprise a besoin de protéger son investissement pour éviter un départ dès que la formation a été assurée. Vous m'avez formé, merci patron, vous êtes gentil, je vais pouvoir me vendre beaucoup plus cher ailleurs. Alors évidemment, là j'ai pris l'exemple d'un pilote de ligne, mais vous pourriez avoir ce même type de cas, sur ce même type de problème, sur des formations un peu lourdes. Donc cette clause déterminera le seuil à partir duquel les sommes seront retenues en cas de départ de l'entreprise. Ce dédit peut se concevoir que si la somme, évidemment, est bien supérieure à l'obligation légale de formation, ou ce qui est la formation classique telle qu'elle se déroule dans l'entreprise pour une personne lambda. Évidemment, cette somme diminue en fonction de l'éloignement de la rupture de la rupture du contrat par rapport à la fin de la formation. Ainsi, la clause devra, et là c'est une obligation absolue, établir un échéancier avec les sommes correspondantes pour chaque étape. Par exemple, la première année, coût de la formation moins l'équivalent de l'obligation légale, le tout divisé par 5 et multiplié par 4. Et puis on continue, deuxième année, le coût de la formation moins l'obligation légale divisé par 5 et multiplié par 3, etc., jusqu'à la dernière année. Ça doit être inscrit clairement dans la clause. Enfin, la clause prévoit les conditions de remboursement si le solde de tout compte ne permet pas de récupérer le solde des sommes à déduire, évidemment. Enfin, cette clause s'entend pour des formations obligatoires réellement onéreuses,
qui représente un véritable investissement pour l'entreprise. Alors attention, il a été jugé non valable des dits ne faisant pas l'objet d'un échéancier, comme on l'a dit. Je suis en avance sur d'un échéancier, donc comme on l'a dit tout précédemment, d'une importance financière insuffisante ou d'une période dédit beaucoup trop longue. Toujours pareil dans le social, la clause ne doit pas empêcher le salarié de rechercher un autre travail. Ça, c'est essentiel. Autre clause, la clause de non-concurrence, et en parlant de ça, la clause de non-concurrence est de loin la clause la plus délicate à appliquer. Elle vous permet de protéger votre portefeuille de clients en cas de départ d'un de vos salariés, soit commerciaux, soit dirigeants. La clause interdit aux signataires de venir démarcher ses anciens clients ou prospects. Et il est possible de l'étendre à l'ensemble des clients et prospects de l'entreprise. Elle devra obligatoirement prévoir une zone géographique d'interdiction, la ville, le département, la région, la nation ou l'international, mais en étant évidemment extrêmement précis, et la durée de survie de cette clause qui est au maximum de 2 ans. Ces deux caractéristiques devront être parfaitement définies, faute de quoi ça rendrait caduque toute clause. Elle détermine les conditions financières de l'application de la clause, c'est-à-dire quelle indemnité va recevoir le salarié partant pour compenser son interdiction de travailler normalement dans le secteur où il était bon, puisque il devait être excellent, puisque vous protégez votre entreprise des méfaits de cette personne partante. On prend par exemple la différence entre le salaire moyen qu'il a touché et l'indemnisation Pôle emploi qu'il touchera sur une année. Et l'indemnité que l'entreprise, elle, peut lui réclamer s'il déroge à cette interdiction, alors que lui a signé la clause de concurrence et qu'il ne la respecte pas. Donc, le calcul doit être précis et les sommes en rapport avec la restriction de travailler et ou le préjudice subi en cas de perte de marché. La clause, elle, doit préciser la capacité de l'entreprise à renoncer à au bénéfice de celle-ci. La jurisprudence elle devient de plus en plus pointilleuse sur ce sujet, jusqu'au point d'exiger aujourd'hui que le renoncement se fasse à l'occasion de la rupture du contrat de travail. En gros, soit dans les licenciements, soit dans l'accusé de réception de la démission. Je rappelle que fut un temps où on avait au moins 15 jours, mais là, c'est tout de suite dès la décision de rompre le contrat. Ce dernier point n'est pas du tout anodin, parce que si vous oubliez de lever cette clause, vous pourriez être condamné à payer l'indemnité prévue dans le contrat, et ce, même si le salarié met du temps à faire sa réclamation. Généralement, autant faire en sorte que ce soit le plus tard possible. Hein. Ça fait une indemnisation beaucoup plus forte. Et un oubli est très vite arrivé dans une entreprise. Très, très vite arrivé. Donc, vous avez tout intérêt à prendre garde à cette clause et à son extinction ou à son utilisation. Autre clause un petit peu délicate, la clause de prime variable. Donc, pour finir, la clause concernant les rémunérations variables. Si vous inscrivez directement les primes variables dans un contrat, somme, conditions d'attribution, si vous souhaitez modifier ces variables, il vous faudra évidemment obtenir l'assentiment de votre salarié. Alors, il existe, avec toutes les précautions d'usage, parce que la jurisprudence varie elle aussi à ce niveau-là.
vous avez la possibilité de mettre en place un PRV, un plan de rémunération variable, que vous déterminez dans le contrat, dans les grandes lignes, comme étant lié à une note de service annuelle transmise aux salariés au début de la période, sans que cela ne devienne et ne prenne l'aspect d'un changement de conditions de travail, qui vous obligerait à faire signer, à avoir son assentiment. Donc la clause va déterminer la manière dont est mis en place le PRV sous forme de note annuelle. Oh, je suis désolé. Devenant ainsi une simple information du salarié. Elle détermine que les critères et les sommes sont modifiables par le biais de la note dans la limite, évidemment, d'un changement globalement raisonnable. Si vous divisez par deux l'indemnisation, la prime possible à toucher, ça passe pas. Il faudra passer par sa signature. Si vous multipliez par deux les conditions pendant d'attribution de la prime, là aussi, ça passe pas. Il faut que ce soit raisonnablement modifié, c'est-à-dire, je ne sais pas, prendre en compte le taux d'inflation, prendre en compte, je ne sais pas, une perte de marché tel que ça a été subi l'année d'avant, ou n'importe. Mais il faut que ce soit raisonnable. Elle précisera évidemment la manière dont le salarié sera informé et qui pourra faire une demande d'information complémentaire à son supérieur hiérarchique, évidemment s'il le souhaite. Enfin, elle précisera que si les écarts sont trop importants d'une année sur l'autre, la mise en place des nouveaux critères sera conditionnée par l'approbation écrite du salarié. Cette clause, évidemment, doit être strictement rédigée, ainsi que les notes annuelles, afin qu'elles ne soient pas contestées par le salarié et donc par le juge. Alors, autre petite nouveauté, c'est les dispositions qui sont apparues très dernièrement, qui sont issues d'une loi que l'on appelle la loi DDAUDE, c'est qui prévoit la remise de nouvelles informations sur la relation de travail pour les nouveaux embauchés. Donc cette loi prévoit qu'il va falloir remettre aux salariés un ou plusieurs documents écrits contenant des informations principales sur la relation de travail. Alors, ce n'est pas tout à fait une clause, c'est sûr, mais c'est quand même lié à votre contrat de travail. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, puisqu'en plus, c'est tout à fait nouveau. Comme c'est une nouvelle loi, eh bien, on est en attente des décrets qui fixera la liste des informations à transmettre par ces documents. Le but est de transposer une directive de 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne qui aurait dû entrer en vigueur au 1er août, oh, je suis vraiment désolé, au 1er août 2022. Eh bien, ce texte a élargi la liste des informations sur les relations de travail que l'employeur doit communiquer aux salariés au moment de sa prise de poste, afin de tenir en compte en particulier selon le texte européen, de l'augmentation des formes d'emploi atypiques. En gros, c'est pour lutter contre l'ubérisation des emplois. Cette directive fixe ainsi 15 informations qui doivent être remises aux travailleurs, dont certaines ne figurent pas nécessairement dans les documents que vous transmettez d'habitude à votre salarié par le biais de la DPAE, du contrat de travail ou du bulletin de salaire. Par exemple, il y a le détail des modalités de versement de sa rémunération. À quelle date elles sont versées, comment ça va être arrivé, etc., etc.
Ça précise aussi, et là ça va être beaucoup plus délicat, la mention de son droit à la formation professionnelle. Beaucoup plus délicat. Je ne sais pas comment on va s'en débrouiller, mais moi je ferai référence au CPF par exemple à la et aux entretiens professionnels, ceux qui ont lieu tous les 2 ans, pour donner la procédure de demande de formation professionnelle pour le salarié évidemment. L'identité des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail. Alors ça, on le connaissait pour les caisses de retraite et les caisses de prévoyance et la complémentaire de santé. Maintenant, il faut rajouter la sécurité sociale. Je pense que ça peut se résoudre par mettre en place un numéro, d'indiquer le numéro de compte de l'entreprise à la Sécu. Autre exemple, la procédure applicable en cas de cessation de relation de travail. Alors là, ça veut dire qu'il va falloir préciser l'ensemble des préavis selon les situations, démission, licenciement, rupture conventionnelle, évidemment. Quels sont on pourrait presque penser qu'il faudra mettre en place une explication sur la procédure de licenciement ou la procédure de rupture du contrat de travail, quel type soit. Et évidemment, tous les délais de préavis. Donc, en outre, bon, le droit européen prévoit une remise pour certaines informations, qu'elles soient faites dans un délai de 7 jours, à compter du premier jour de travail, et ouais. Ou pour certaines autres, 1 mois maximum. Cette directive donc prévoit que les informations pourront être communiquées, et ça c'est intéressant, soit sur papier, soit sous certaines conditions évidemment, sous format électronique. Ça, c'est tout à fait nouveau et intéressant au vu de la masse de documents que l'on doit remettre aux salariés au jour de la signature du contrat de travail. Donc, on attend, un arrêté proposera a priori 3 modèles de documents pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif. Et ça, évidemment, à destination des TPE, principalement des TPE et des PME. Donc, il y aura sûrement un modèle regroupant les 15 informations, un modèle regroupant les 9 informations à remettre sous les 7 jours et un modèle regroupant les 6 informations à adresser sous les 30 jours. Donc 9 et 6, 15, on a bien le total des informations nouvelles. C'est tout nouveau, c'est sorti le mois dernier, ça va être à mettre en place très rapidement, surtout dès qu'on aura les décrets. Comme nous avons eu le mois dernier, juste pour votre information, les décrets concernant l'abandon de poste, toute la procédure liée à l'abandon de poste, sachant qu'il y a une très grande interrogation, puisqu'il y a un écart entre ce qui est affirmé dans l'article de loi, dans le texte de l'article de loi, et les écritures qui ont été faites dans un questionnaire, dans un question-réponse sorti par le ministère concernant cette nouvelle procédure. Puisque le questionnaire, le document question-réponse du ministère annonce qu'il est maintenant obligatoire d'utiliser cette formule, c'est-à-dire de déterminer que le salarié est démissionnaire, alors que le texte en prévoit l'éventualité de l'utilisation. Et ce qui est bien différent, puisque sur un abandon de poste, nous sommes
Si nous utilisons l'ancienne méthode, bon, on a quand même quelques protections supplémentaires et quelques obligations un petit peu inférieures, sachant que ça relève du Conseil des prud'hommes, évidemment, mais dans le cadre normal, c'est-à-dire à Nanterre, 3 ans pour être étudié, et sur d'autres lieux, 2 ans ou 1 an. Alors que pour la démission, le texte prévoit que le Conseil des prud'hommes doit étudier sous le mois la validité de la procédure utilisée par l'employeur. Ce n'est plus du tout pareil. Plus du tout. Voilà pour ce qu'il en est de ce que nous étions réunis aujourd'hui pour étudier. Merci pour votre attention. J'espère que ce tour d'horizon éveillera évidemment des interrogations de votre part. Nous précisons que notre service est présent pour y répondre et vous aider dans la gestion quotidienne de vos salariés, si vous le désirez. Et des modèles de documents et des fiches pratiques sont disponibles sur notre site, accessibles par abonnement. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre commercial. Notre prochain webinaire aura lieu le 13 juin 2023 et nous nous pencherons sur les indicateurs essentiels en matière de RH. Quelques informations pour piloter vos ressources humaines. Voilà le thème que nous aborderons le mois prochain et je serai ravi de vous y retrouver. Je vous remercie et je laisse la parole à Aurélien. Eh bien, merci Franz pour cette intervention. Merci à tous pour votre présence. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt.